Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Donc c'est vrai que je ne suis pas praticienne, ni technologue, euh, ni technicienne. Et je suis chercheuse, donc excusez-moi si c'est peut-être un peu trop universitaire. Mais voilà, c'est un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps, c'est-à-dire le rapprochement entre art et sciences, entre les artistes et les scientifiques, notamment les ingénieurs, et comment le dialogue et la collaboration pourraient se constituer entre ces deux champs a priori différents. Et il convient de constater que la scène contemporaine actuelle accueille des dispositifs technologiques dans leur plus grande diversité et dans beaucoup de cas dans une complexité inédite. Ces dispositifs composés des médias et des logiciels, soit existants, soit développés à l'occasion du projet de création, ou encore testés par les artistes à la demande d'une entreprise, confrontent l'équipe de création à d'autres domaines de travail. Ceux-ci sont composés d'ingénieurs de laboratoires technologiques, de chercheurs universitaires et des écoles polytechniques qui sont convoqués pour la réalisation de tels projets artistiques. Il s'agit ici d'un changement considérable dans la structure du spectacle et dans le processus de création qui provoque plusieurs modifications ainsi que de déplacements au sein de ceux-ci. Donc là, c'est quelques diapos que je vous montre. Ce sont des projets de création suisses. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'arrêter sur trois projets suisses qui évoquent ce rapprochement entre art et sciences. Deux projets qui sont issus de la collaboration entre un artiste, un metteur en scène lausannois, Christian Denisard, et un laboratoire de l'EPFL qui est actuellement situé à Zurich, et d'un artiste sonore, Luca Forcucci, qui a collaboré avec un autre laboratoire de l'École polytechnique de Lausanne. Et le troisième exemple, ce serait une collaboration, je le nomme indépendante, puisqu'il s'agit d'un projet d'un chorégraphe suisse, Gilles Jobin, avec une structure de RD qui s'appelle Artanim. Mais pour arriver à cette présentation des projets, je me permettrai de dire quelques mots sur le contexte, puisque le titre de mon intervention, les deux cultures, viennent en fait des ouvrages importants qui ont été publiés à la fin des années 1950 et 1960. Donc il s'agit, c'est à titre de rappel, puisque certainement vous les connaissez, il s'agit du livre de Gilbert Simondon, du monde d'existence des objets techniques, dans lequel il défend la thèse de l'intégration de la technique au sein de la culture. Et le deuxième apport théorique, qui est celui de Charles Percy Snow et qui s'appelle The Two Cultures and the Scientific Revolution, donc publié en 1968, qui a été précédé par plusieurs conférences que Snow a données au sujet de rapprochement de la science et de la culture et de l'art. Et je vais passer tout à l'heure sur quelques projets que je vais juste signaler et qui s'inscrivent dans cette période, des projets justement scientifiques et artistiques. Donc là, je vais juste montrer quelques slides, quelques photos. Simondon évoque que l'opposition qui s'est instaurée entre la culture et la technique est fausse et sans fondement. Il était persuadé que la culture ignore la réalité humaine dans la réalité technique, ce qui la rend obsolète. Il postule une nécessité d'intégrer dans la culture ce qu'il appelle les êtres techniques, et c'est là en tant que connaissance d'une part et d'essence de valeur d'autre part. Snow, qui était romancier et physicien, déplorait également la séparation entre les humanités et les sciences exactes, entre ces deux cultures, comme il les définit, une dénomination qui s'est constituée à travers sa propre expérience de côtoyer
d'une manière formelle ou informelle, des amis intellectuels et scientifiques. Il défend la reconstitution du dialogue brisé entre les artistes et les scientifiques. Il dit, je le cite, « Combler les fossés entre nos cultures est une nécessité au sens intellectuel le plus abstrait comme au sens le plus pratique. » Fin de citation. Il souligne que sans cette abolition, les sociétés ne pourront pas progresser. Cette réconciliation est nécessaire tant sur le plan social que culturel, mais surtout synonyme d'une nouvelle vision de l'éducation. Les deux ouvrages explicitent la nécessité d'estomper la séparation entre les humanités et les sciences exactes. Donc, en effet, entre 1966 et 1971, on peut distinguer une croissance des collaborations entre les artistes et les scientifiques et les ingénieurs, soutenue par plusieurs initiatives aux États-Unis et en Europe. Citons seulement le groupe de recherche en art visuel ou Artist Placement Group, qui était conçu au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, nous avons Programme Art and Technology, qui a été créé à Los Angeles County Museum of Art, et peut-être l'événement le plus connu, Nine Evenings Theater and Engineering, qui a eu lieu à New York. Les modalités collaboratives, les études contemporaines démontrent un avancement clair d'une vision de plus en plus rapprochée des univers scientifiques et artistiques. Les modalités collaboratives prennent des formes variées aujourd'hui. Des binômes artistes-ingénieurs, mis en œuvre par Billy Kluver et Robert Rauschenberg, donc deux vraiment figures fondatrices de Nine Evenings. Le mode intermédiaire, qui à part le projet de création et la recherche qui l'accompagne, pardon, je vais voir. Envisage également des transferts de compétences. Donc là, nous pouvons voir le modèle de la Practice as Research de Robin Nelson, par exemple, ou encore un autre modèle qui s'appelle le modèle Agora, et qui est défini comme lieu de rencontre, où des spécialistes de haut niveau et des généralistes peuvent coexister. Et ça, c'est une proposition du biologiste Lloyd Anderson. Donc, passons maintenant à nos exemples. Le premier exemple qui est la collaboration entre le laboratoire des systèmes autonomes et entre le metteur en scène Christian Denisard. Donc, ce laboratoire fait partie de l'école polytechnique fédérale de Zurich en ce moment, mais jusqu'à 2006, il était abrité par l'école polytechnique de Lausanne. Et le laboratoire est dirigé par le professeur Roland Zigvart et dédié à la création des robots et des systèmes intelligents capables de fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes et divers. En 1999, le professeur Zigvart est contacté par ce metteur en scène Christian Denisard et qui souhaite faire un spectacle avec les robots. Il présente sa conception et à ce moment-là, la vision du metteur en scène n'est pas possible à réaliser par le laboratoire puisque Denisard, je cite, souhaite avoir un robot qui serait une danseuse sensuelle. Mais voilà, les dés sont lancés, le labo est très intéressé, tous décident de former une équipe, de chercher des fonds, de concevoir un projet. Ils arrivent à faire tout ça, ça dure presque 10 ans puisque le spectacle sort en 2009. C'est un projet très coûteux, mais réussi. Et donc le spectacle, il est intitulé Robot d'Eros pour Yusinka. Il est présenté au théâtre Barnabé à Servion, c'est une petite ville en Suisse romande. Et le spectacle présente des comédiens et 3 robots et parle d'un inventeur qui a des difficultés dans ses relations sociales et amoureuses
et il crée des robots avec lesquels il vit. Donc avoir un majordome, une femme, un chien, un animal de compagnie, tout en cherchant sa bien-aimée qu'il trouve finalement. Sur le parcours du projet, le metteur en scène décide de rencontrer une personne qui s'appelle François Junot et qui est en fait un automatier vivant à Sainte-Croix, c'est aussi en Suisse romande, qui construit des automates selon d'anciennes méthodes des horlogers suisses. Donc il a un très joli site, vous pouvez voir son atelier, il fait vraiment des automates, surtout des automates très, très intéressants. Et donc ces méthodes des horlogers suisses, c'est une grande tradition en Suisse, en fait, des approches qui ont été développées entre autres par la famille Jacquet-Drot à la fin du XVIIIe. Qui est connue même aujourd'hui, puisque cette entreprise existe et qu'elle produit des montres ultra luxueuses. Mais à l'époque, il produisait des automates qui sont mondialement connus. Il en reste à peine 3. On peut les voir à Fribourg, aussi en Suisse. C'est la musicienne, le dessinateur et l'écrivain. Donc c'est des petites automates absolument adorables qui ont survécu tous ces siècles. Et donc Denisard, à propos de ces projets, précise, je le cite, « J'ai mis en contact François Junot et l'EPFL, donc l'École Polytechnique. Cette rencontre entre une méthode qui date de 3 siècles et des méthodes dites du futur était fantastique. Chacun s'est rendu compte que l'autre avait des compétences qu'eux n'avaient pas. Ces 2 mondes se regardaient un peu en chien de faïence, et là, ils ont pu apprendre les uns des autres. » Fin de citation. Cette collaboration a permis de créer un personnage artificiel, en fait, composite, mi-automate, mi-robot. En intégrant à son équipe des gens d'horizons différents, Denisard a fait l'expérience de cette force qui se dégage, de ce mélange, de ces visions différentes. Néanmoins, quelques difficultés ont apparu. D'abord, plusieurs problèmes ont été liés aux agendas, donc à cette temporalité qui a été soulevée plusieurs fois aujourd'hui. Et le travail de la programmation est très prenant. L'ajustement du mouvement ou la recherche des bugs s'étend dans le temps, nous le savons. Denisard se rappelle qu'il venait par exemple avec son équipe au laboratoire et qu'il apprenait que les informaticiens étaient en train de résoudre une erreur. La réparation durait plusieurs heures ou plusieurs jours. Le metteur en scène avoue que les 2 équipes travaillaient selon des rythmes différents. Le metteur en scène explique également que le rapport à l'échec était ici différent dans l'équipe de création et chez les ingénieurs. Pour les artistes, l'erreur doit être surmontée, car dans le cas contraire, la représentation ne réussira pas devant le public, qui doit être emporté par l'illusion qui lui est proposée. Pour les scientifiques, l'échec a un aspect positif et permet de supprimer un bug et d'avancer dans le test. Les 2 équipes ont surmonté cette différence et la pièce a été perçue comme un travail scénique intéressant et comme un projet entre art et science finalement abouti et réalisé. Passons au deuxième exemple, qui est la collaboration d'un autre laboratoire. C'est le laboratoire de neurosciences cognitives qui fait partie du Brain Mind Institute de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. En fait, là, je traduis laboratoire des neurosciences cognitives, mais tout le nom du laboratoire, des unités à l'École Polytechnique de Lausanne sont en anglais et la langue de travail est en anglais. L'installation Sonore Kinétisme, signée par Luca Forcucci en 2009, est un travail réalisé dans le cadre du programme Artists in Labs, créé en 2003 par le département d'analyse culturelle de la Haute École des Arts de Zurich. Donc, c'est l'école d'où vient mon collègue Günther Luser, qui va parler après moi. Donc, une école absolument
fantastique où beaucoup de choses se font. Les lauréats réalisent des résidences de longue durée dans les laboratoires scientifiques et les instituts de recherche. Luca Forcucci est un artiste italo-suisse qui s'intéresse aux technologies sonores. En 2009, il est l'un des lauréats des Artists in Labs et son projet vise à explorer les neurosciences cognitives des expériences extracorporelles. Il est accueilli par le laboratoire de neurosciences cognitives dirigé par le professeur Olaf Blanke. Forcucci prend comme point de départ une performance, presque une forme en installation et performance sonore intitulée Solo Performer d'Alvin Lucet des années 1960. Et Forcucci s'est consacré dans son projet à la production musicale contrôlée par le pouvoir du cerveau. À partir de l'image d'un neurone prise au microscope, il a tenté de convertir les images en sons. La sculpture sonore kinétisme, fruit de ce projet, a étudié la perception de nos espaces acoustiques quotidiens en mettant en jeu leurs différences, en particulier l'idée de l'audition, qui est notre sens et capacité physiologique, et les concepts d'écoute qualifiés comme actes psychologiques. Les visiteurs de cette installation étaient invités à expérimenter les différents états de la perception de l'espace. Forcucci explique dans son rapport témoignage que durant les premiers mois de cette résidence collaboration, il a été vraiment pris en charge par les chercheurs de ces laboratoires. Ils lui ont expliqué leurs principales recherches, ils ont introduit plusieurs notions spécialisées et l'artiste passa ce temps tout simplement à étudier, à lire, à vouloir comprendre ce monde scientifique. Il procède ensuite avec son idée initiale qui était Music for Brainwaves et se lance dans la discussion avec des chercheurs sur la manière de développer ses propos dans un contexte scientifique. L'échange avec le professeur Blanke, donc le chef du labo, est particulièrement fructueux car les chercheurs expliquent à l'artiste non seulement les concepts, mais aussi les instruments que le laboratoire développe en ce moment. Donc, ils décident ensemble que le projet de Luca pouvait aller dans la direction tracée par une out-of-body experience que l'artiste mettra en relation avec l'exploration sonore. Après cette appropriation des concepts scientifiques, il se consacre à l'exploration artistique des sujets de recherche comme l'imagerie mentale, l'électroencéphalographie et l'émotion. Et il fait également sa propre expérience de neurosciences. Il a intégré les signaux de son propre cerveau, ce qui lui a permis de se pencher sur une zone du cerveau nommée amygdale, dont lui ont déjà parlé les postdoctorants. Sur le plan de la collaboration, le professeur Blanke constate, je cite, « La présence de Luca dans le laboratoire a été très stimulante, car elle a favorisé le dialogue non seulement entre l'artiste et les scientifiques, mais aussi entre tous les membres du laboratoire. Ses points de vue et sa compréhension unique de la perception, notamment corporelle, étaient inédits pour nous. Le fait de reformuler les résultats de nos recherches et de trouver un dénominateur commun avec l'artiste s'est avéré particulièrement instructif, car nos résultats établis depuis longue date ont été considérés et interprétés sous un angle totalement inconnu. 5. OK. Donc, passons au dernier exemple, qui est une collaboration que j'ai nommée indépendante, puisqu'il s'agit d'un projet qui était conçu par Gilles Jobin, chorégraphe suisse, et une structure qui s'appelle Artanim et qui est basée à Genève. C'est en fait une fondation à but non lucratif dédiée au projet RD, mais avec une spécialisation et une focalisation sur la capture de mouvements. Donc Gilles Jobin, qui est un artiste suisse connu et qui a vraiment fait une grande contribution dans la création de l'esthétique chorégraphique de ces pays, mais aussi il a créé ce qu'il a nommé Studio 44. C'est vraiment un lieu
des créations, mais aussi des recherches, d'échanges, des résidences et des formations. Et c'est aussi quelqu'un qui est préoccupé par la question de la recherche. Et il a gagné, il était lauréat d'un concours au CERN à Genève. Et donc il a pu faire une résidence et vraiment discuter avec des chercheurs du CERN et créer finalement une chorégraphie qui a été nommée Quantum et qui a été présentée entre autres au CERN et dans d'autres lieux et dans d'autres théâtres. Et en 2013, Gilles Jobin rencontre le chercheur et le concepteur de Artanim. Et c'est aussi suite à son intérêt porté aux technologies numériques, à la réalité virtuelle. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire un projet. Et le titre, c'est VR1. Peut-être il y en a parmi vous qui l'ont vu. Et puisqu'il s'agit de... En fait, c'est un projet qui a des étapes en ce qui concerne la forme artistique. D'abord, il y a tout le travail autour de la capture de mouvement des danseurs, donc de la compagnie Gilles Jobin, pour ensuite donner un fruit final qui est une installation immersive pour 5 spectateurs. Comme vous pouvez le voir, et chacun est équipé d'un casque VR et puis d'un ordinateur. Et c'est une expérience en fait collective. Donc nous voyons nos avatars. Nous pouvons interagir entre nous sur un espace bien sûr délimité, puisque là il s'agit de l'espace de 8 mètres sur 5 mètres, tout en naviguant dans un univers en 3D. Et ce travail se réalisait en plusieurs étapes. Donc, comme je l'ai mentionné, d'abord le corps des danseurs sont scannés. La chorégraphie est réalisée dans les studios 44 et enregistrée par capture de mouvement, notamment pour une caméra infrarouge. Ces multidonnées sont ensuite traitées et appliquées sur les avatars par Sylvain Chaguet et Cécilia Charbonnier d'Artanim. Ensuite, il y a une phase de pose de costumes, donc des vrais costumes, qui ont été conçus et réalisés par styliste belge Jean-Paul Espagnard. Et donc voilà, la dernière étape, c'était l'étape sonore. Le son était ajouté à la fin. Je vais juste peut-être citer Gilles Jobin à propos de ces projets qui dit, je le cite, « L'espace de capture étant forcément réduit à la taille d'un studio, nous avons dû l'inventer des stratégies efficaces de mise en espace du mouvement pour ensuite l'adapter à des espaces comme un désert ou un jardin que l'utilisateur voit. Il a aussi fallu réfléchir à comment accompagner le regard du spectateur dans un univers où il est libre de son point de vue. » Et j'arrive à une petite conclusion. Et donc nous pouvons constater que le projet s'inscrivant dans le champ art-science, et dans ces 3 petits exemples font preuve également, trouve une véritable dynamique et une impulsion en réponse à la recherche dans des laboratoires hautement spécialisés et en principe clos. En effet, les sciences posent des questions interdisciplinaires qui inspirent les artistes et les poussent vers ces laboratoires de recherche. Les chercheurs en tirent également profit. Les projets artistiques leur permettent de voir leurs recherches sous un angle différent et de découvrir des potentialités inédites d'un concept ou d'une question scientifique. Les travaux des créateurs mettent ainsi en lumière des niveaux de connaissances autres et aident à découvrir des outils nouveaux pour la science ou encore de redécouvrir de nouvelles applications des matériaux anciens. Et voilà, je vous remercie. Merci.